Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Ce soir, Question d'actu se penchera une nouvelle fois sur le dossier sahraoui ou la question sahraoui. Elle fait toujours l'actualité puisque le conflit a été remis au devant de la scène depuis la fameuse déclaration de Donald Trump reconnaissant la prétendue souveraineté du royaume marocain sur les territoires occupés du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni aujourd'hui sur le dossier sahraoui dans un contexte marqué aussi par la reprise des affrontements entre le Front Polisario et le Maroc. Au cours de cette réunion convoquée à la demande de l'Allemagne, le Conseil de sécurité devrait se pencher sur des questions qui traînent depuis de longs mois, à savoir la nomination d'un nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, devant contribuer à la reprise du processus politique à l'arrêt depuis la démission de l'ancien émissaire Horst Köhler en mai 2019. Nous avons donc assisté à un marchandage entre les États-Unis et le Maroc sur le dos des Sahraouis, bafouant ainsi d'un revers de la main tous les principes sur lesquels repose le droit international et va même à l'encontre de l'engagement des États-Unis à l'égard des principes de l'annexion du territoire ou des territoires par la force et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tous deux inscrits dans la Charte des Nations Unies. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous sur ce plateau M. Mustafa Hedem, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes politologue, merci d'être ce soir avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Mustafa Hedem, vous êtes journaliste et vous êtes directeur de l'information à l'APS. Merci d'être avec nous. Monsieur Etmouhoub, Mustafa, excusez-moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également en communication avec nous Monsieur Pierre Galland, bonsoir. Monsieur Pierre Galland, vous nous recevez ? Oui, je vous entends. Oui, bonsoir. Vous êtes président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir. Alors, messieurs, pour entamer le débat, faut-il s'attendre ce soir? On ne sait pas encore. Le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui. Nous n'avons encore aucune information sur ce qui va filtrer. C'était une réunion à huis clos à la demande de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut s'attendre réellement à un nouvel engagement des Nations Unies ou est-ce qu'il faut s'attendre à une position molle, comme il nous a toujours habitués par le passé, Monsieur Etmouhoub? En effet, je crois que les Sahraouis se sont exprimés aujourd'hui par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, M. Ould Salek. Il a bien dit que les Sahraouis ne s'attendent à rien. Ça fait 30 ans qu'ils attendent le Conseil de sécurité imposer ces résolutions, les mettre en œuvre, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Au contraire, la situation s'est dégradée. Depuis le 13 novembre, à El Gargarat, c'est le retour à la guerre. Cette fois-ci, l'Allemagne a demandé cette réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, en réalité, est devenu une partie dans le problème sahraoui. C'est-à-dire, au lieu d'agir dans le sens du règlement du conflit d'une manière pacifique et de respecter les engagements assignés par les partis, de les imposer, d'imposer une solution. Jusqu'à maintenant, le Conseil de sécurité tergiverse et à chaque fois, on voit il recule sur pas mal de dossiers. Aujourd'hui, il y a un fait nouveau, c'est la position de Trump qui est venu un petit peu chambouler la situation et un petit peu ajouter à la crise, parce qu'on est en état de guerre, réellement les Sahraouis ils sont en état de guerre, et cette position est venue un petit peu compliquer la situation. Comment les États-Unis, connus par leur position un petit peu, je ne dirais pas de neutralité totale, mais un petit peu neutre dans le conflit, c'est ce qui leur a donné cette latitude d'être le porte-plume du Conseil de sécurité sur le conflit. Donc aujourd'hui, les États-Unis, je ne sais pas quelle attitude ils auront dans ce Conseil de sécurité, dans cette réunion, justement, parce qu'ils sont porte-plume, quelle résolution qu'ils vont proposer, quel texte de résolution, quel projet de texte de résolution ils vont proposer, et en quelle qualité, parce que maintenant, de fait, de facto, les États-Unis, à travers son président, reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est vrai que cette reconnaissance ne va pas changer grand-chose au statut du Sahara occidental par rapport aux États-Unis, par rapport à la communauté internationale, par rapport à la charte
des États-Unis, de l'ONU, par rapport aussi au droit international, ne changera absolument rien du tout. C'est un État qui reconnaît, ça ne changera rien du tout. Mais la position des États-Unis dans le Conseil de sécurité aujourd'hui est très délicate, vu qu'elle était porte-plume de cette question. Et comme vous le disiez à l'instant, donc finalement le Conseil de sécurité a toujours joué sur ce statu quo, qui a plus joué en faveur du Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces derniers événements vont réellement booster ou pousser les Nations Unies à prendre une décision ferme, ou est-ce qu'il ne faut pas s'attendre réellement à un engagement pris réel, ce qu'il y ait un envoi du secrétaire général, la nomination d'un secrétaire général d'envoyé spécial du Sahara occidental, comme ça fait 19 mois peut-être à peu près qu'il est absent depuis la démission de Horst Kohler. À quoi on peut s'attendre ce soir? Personnellement, voici comment je vois les choses. Vous avez abordé un vaste sujet, celui de la réforme du fonctionnement des Nations Unies et de l'efficience et de l'efficacité du Conseil de sécurité dans le règlement des problèmes. Nous avons vu, mis à part pendant la période de décolonisation, c'est-à-dire les années 60 jusqu'au début des années 70, peu d'efficacité sur des problèmes internationaux majeurs, aussi bien en Afrique, en Asie, le problème palestinien, jusqu'à ce jour, combien de résolutions le Conseil de sécurité a pris sans effet? Le jeu des grandes puissances, c'est ce qui fait la communauté internationale. Souvent, quand la presse reprend cette expression de communauté internationale, c'est pour parler des grandes puissances qui font et défendent la politique mondiale. Donc, les Nations Unies ont réitéré leur position il y a 3 jours par la voix de M. Guterres, le secrétaire général, en disant que les Nations Unies vont s'astreindre et le Conseil de sécurité à sa dernière résolution, si ma mémoire est bonne, la 2568 ou la 2582, qui rappelle le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Position inchangée. Et qui rappelle le rôle de la MINURSO, il faut le rappeler, le rôle de la MINURSO, c'est de préparer les conditions optimum pour l'organisation d'un référendum. Or, au jour d'aujourd'hui, le premier pas qui est l'organisation d'un recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH, n'a pas été fait. C'est comme ça que nous entendons des chiffres énoncés par les uns et les autres, y compris par un ancien président de la Tunisie, qui nous sort le chiffre de 200 000, alors que la diaspora, rien que la diaspora sahraoui à l'étranger, représente plus de 300 000 âmes. Donc, on voit que la MINURSO ne joue pas son rôle, même lors des derniers événements du 13 novembre à El Gargarat. On lui reproche de ne pas avoir joué son rôle. Je pense qu'il faut recentrer le débat. Le débat est le suivant. Vous avez une puissance d'occupation, c'est-à-dire une puissance africaine, membre de l'Union africaine, qui occupe le territoire d'un autre membre fondateur de l'Union africaine. Donc nous sommes dans une situation de colonisation et vous avez des pays qui ont des intérêts historiques dans la région, dans l'ancienne puissance du protectorat du Maroc, c'est-à-dire la France, qui fait tout au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, pour s'aborder toute tentative d'arriver à un règlement de cette question. Il y a un fort lobbying marocain derrière. Et un fort lobbying, aussi bien par les Marocains, par le Makhzen. Je n'aime pas dire le Maroc, parce que quand on parle du Maroc, on parle aussi du peuple marocain, qui est un peuple frère. Le Makhzen, le système du Makhzen est soutenu et il a des relais aussi bien dans la capitale française, particulièrement au sein d'un certain nombre de médias, et il a des relais importants représentés
aux États-Unis, notamment par l'AIPAC, la grande organisation de la communauté juive des États-Unis, et il a le soutien et les moyens de l'entité sioniste. Donc nous sommes dans un jeu de lobbying, dans un jeu d'intérêt, parce que je voudrais rappeler cela avant de laisser la parole. Je voudrais rappeler que la Cour européenne de justice a pris un certain nombre de décisions pour protéger les richesses du peuple sahraoui et que des pays européens qui sont prêts souvent à parler des droits humains, des droits des peuples, il faut rappeler que la France s'est opposée d'une manière insidieuse à la mise en œuvre de la décision de la Cour de justice, aussi bien sur la pêche. La France et le Maroc ont décidé, en dépit de l'arrêt de la Cour de justice européenne, de parapher leur nouvel accord sur la pêche. Alors, Monsieur Galland, vous avez qualifié ce qui s'est passé de véritable marchandage sur le dos des Sahraouis. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité s'est réuni tardivement, on va le dire, parce qu'il a eu l'occasion de se réunir déjà plusieurs fois auparavant. Il ne l'a pas fait. C'est à la demande de l'Allemagne qu'il s'est réuni aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut, je vous répète la question, s'attendre à une position molle du Conseil de sécurité de l'ONU, ou est-ce qu'il faudrait, au contraire, s'inquiéter de l'issue de cette réunion? D'abord, madame, je vous dirais que je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit les intervenants précédents. Et je pense que je serais plutôt inquiet. Et je vais vous dire pourquoi. Inquiet parce que, M. Trump est encore là, il peut encore nuire, et c'est bien son représentant qui siège au Conseil de sécurité. Il est au Conseil de sécurité avec une position qui est totalement différente de celle des États-Unis il y a encore un mois. Et donc, il va devoir défendre cette position. Et cette position va envenimer l'ensemble des débats du Conseil de sécurité. Rappelez-vous que déjà, lors du dépôt du rapport du secrétaire général en avril dernier, lorsque le Conseil de sécurité s'est réuni, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord puisque la Russie s'est abstenue sur le rapport qui avait été fait dans la mesure où il manquait de clarté. Il manquait de clarté parce que déjà, il y avait des intentions qui étaient cachées. Aujourd'hui, les intentions cachées ont été révélées, un chantage complètement scandaleux de marchandage entre le Sahara occidental et la reconnaissance par le Maroc de relations bilatérales étroites avec l'État d'Israël. Et donc, ça ouvre la porte, après ça, à ceux qui vont essayer de jouer les intermédiaires. Les intermédiaires, c'est la France. La France qui va, évidemment, défendre son projet à elle. N'oublions quand même jamais que le projet d'autonomie qui est défendu par le Maroc aujourd'hui a été construit dans les bureaux et l'édifice de la France, de M. Chirac à l'époque. C'est lui-même qui a imaginé la proposition avec les Marocains. Et donc, les Français vont avancer leur proposition d'autonomie, qui sera là pour défendre les droits fondamentaux du peuple sahraoui à son autodétermination. Et donc, oui, inquiétude, parce que les 5 qui sont autour de la table, avec les Britanniques qui ne sont pas très préoccupés de ça pour l'instant, ils ont d'autres chats à fouetter. Vous venez d'apprendre que le Covid se développe de manière tout à fait inattendue en Grande-Bretagne aujourd'hui et qu'on ferme l'ensemble des frontières européennes à tout trafic avec la Grande-Bretagne. Et donc, qui va défendre le droit international, la légalité, la légitimité d'un peuple à son autodétermination? C'est là la question. Et donc, je pense vraiment qu'au niveau des Européens notamment, au niveau de l'Union africaine notamment, il faut qu'on clarifie absolument le débat en l'absence de cette clarification de la part des Nations Unies. Je pense que M. Guterres ne demanderait pas mieux que d'avancer, mais il a été bloqué par le Maroc, c'est certain, mais bloqué par les intentions cachées des États-Unis depuis un certain temps, puisque M. Pompeo faisait le tour de toute l'Afrique du Nord pour
pour essayer d'attirer dans ses filets les pays qui allaient entreprendre des relations suivies avec Israël et l'ensemble des récompenses qu'il portait dans sa besace. Donc voilà où on en est, c'est extrêmement grave et je pense qu'il faut donc, au niveau de l'EUA, clarifier le débat, le dire franchement, et il faut que M. Borrell aussi s'exprime. Et là, je vous dirais, étonnamment, aujourd'hui, il se fait que le Maroc est en train de chercher des noises à l'Espagne sur les deux enclaves. C'est donc qu'il y a une grande diplomatie internationale qui se met en place. Et là-dedans, il nous appartient à nous, qui sommes les gens qui défendons ce droit, que ce soit, je l'ai toujours dit, l'Algérie a raison de défendre le droit du peuple sahraoui. Elle l'a toujours fait dans tous les cas de décolonisation. Elle le fait dans le cas du Sahara. Et nous, eh bien, nous, en Europe, nous devons, avec les moyens que nous avons, avec les solidarités que nous pouvons développer au niveau des parlements de l'Europe et au Parlement européen, faire en sorte que, là aussi, l'Europe clarifie sa position, puisque vous savez que la France y joue un rôle assez pervers et que cela nous rend la chose un peu compliquée. Mais nous avons pris une série d'initiatives qui, aujourd'hui, remobilise les intergroupes parlementaires. On va parler de vos initiatives. Oui. On va parler de vos initiatives un peu plus tard. Je vais rester un peu sur ce que vous dites, sur cette inquiétude, si vous le permettez, avec nos invités sur le plateau. Finalement, est-ce qu'il faut avoir des craintes, comme vient de le préciser Monsieur Galland? Est-ce que la donne pourrait changer, vu que le représentant de Donald Trump est toujours au Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce qu'on peut craindre un blocage ou est-ce que cela peut jouer carrément à la défaveur du Sahara occidental, revenir sur cette question d'autonomie? Oui, je crois que les États-Unis ont été toujours dans une attitude ambivalente. On a tendance à oublier que les États-Unis, en 2016, quand il y a eu la résolution sur le Guerguerat, le premier texte, parce que les États-Unis, c'est toujours le porte-plume du Conseil de sécurité sur la question sahraoui, le premier texte pendu et enrichi par le club des amis du Sahara occidental, la France a mis un paragraphe où elle condamne carrément le Polisario. Le représentant des États-Unis n'a rien fait pour enlever ce paragraphe. Il a fallu que le représentant de l'Algérie coordonne avec le représentant de la Russie pour que ce paragraphe disparaisse. C'est pour vous dire un petit peu que l'attitude ambivalente des États-Unis a été toujours là, et cette attitude un peu leur politique, on l'a vu même dans les autres pays. Le Maroc à tergiverser, à louvoyer et un petit peu à faire tourner le Conseil de sécurité en rang jusqu'à aujourd'hui pendant 30 ans. Aujourd'hui, Guterres aussi n'est pas totalement innocent de ce qui se passe dans ce conflit, malgré sa déclaration. D'ailleurs, il ne pouvait pas dire autre chose quand il a dit que la position américaine ne change pas fondamentalement le statut du Sahara occidental. C'est une évidence. Mais lui, en tant que secrétaire général aussi, il n'a pas trop travaillé dans le sens de faire avancer le dossier. 15 mois après la démission de son représentant, Kohler, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'envoyé spécial. Encore, il pouvait bien, comme l'a dit aujourd'hui Ismaël Chergui dans une interview, Ismaël Chergui qui est le responsable du Conseil de sécurité de paix africain, il pouvait bien engager l'expert judiciaire de l'ONU sur la question d'ouverture des consulats dans les territoires occupés sahraouis. Il pouvait faire beaucoup de choses, mais jusqu'à maintenant, rien de concret n'a été fait. Donc tout ça a encore encouragé le Maroc à louvoyer et à faire tourner un petit peu le Conseil de sécurité en rang. C'est ce statu quo qui a joué en sa faveur jusqu'à aujourd'hui, ce silence tacite et complice. Voilà. Et depuis Kohler qui a essayé un petit peu d'engager l'Union africaine dans une solution, parce qu'il sait pertinemment que la solution ne viendra pas du Conseil de sécurité, parce qu'il est bloqué par la France avec la position de blocage française. Donc il a essayé un petit peu de lorgner du côté de l'Union africaine, il n'a pas pu. C'est pour ça qu'il a démissionné d'ailleurs, parce qu'il a vu que son action est sans issue. Aujourd'hui, je crois que
du côté du Conseil de sécurité, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Donc, à mon avis, si l'Union africaine, à travers ces mécanismes qui est en train de se réapproprier le dossier, qui peut peser dans le futur dans cette question. Alors, pas de crainte à avoir. Je vous voyais faire non de la tête tout à l'heure. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'issue ne peut pas aller à l'encontre du droit international et à l'encontre du Sahara occidental? Je pense qu'il faut recentrer le débat. Et le débat est le suivant. S'il n'y avait pas la déclaration de Trump sur la souveraineté du Maroc, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. L'Allemagne n'aurait pas demandé cette réunion du Conseil. Alors pourquoi l'Allemagne, justement? Pourquoi est-ce que ça vient de l'Allemagne? Je pense qu'il y a plusieurs lectures. C'est son dernier baroud d'honneur en sa qualité de président de la présidence membre non permanent du Conseil de sécurité. D'une part. D'autre part, en dépit des relations étroites entre la France et l'Allemagne, en dépit du fait que ces deux pays sont les piliers de l'Union européenne, leurs intérêts économiques dans la région, c'est-à-dire en Afrique du Nord, sont divergents. L'Allemagne, qui est en train de devenir l'une des plus grandes puissances économiques, doit venir dans cette région, qui est une région prometteuse. Et la France continue à avoir une réflexion, j'allais dire, néocoloniale. Oui. Elle est encore dans la France-Afrique. Donc, elle considère toute cette région comme une zone d'influence française. Je voudrais rappeler que sur le plan économique, les dernières déclarations, il y a de cela 4 ou 5 mois, des ministres allemands sur le projet Desertec, en disant que la France, que l'administration française a fait des efforts avec la complicité, des complicités en Algérie, pour faire avorter ce projet qui allait faire de l'Algérie l'un des plus grands producteurs de l'électricité solaire. Je voudrais rappeler une chose. S'il n'y avait pas la déclaration de Trump, et la déclaration de Trump doit être remise dans son contexte international. Il est vrai que, en apparence, c'est l'entité sioniste qui profite de cette normalisation. Or, il faut rappeler que le royaume chérifien entretient des relations avec l'entité sioniste depuis des dizaines d'années. Et qu'il y a 1 million... Le conseiller du roi. Il y a 1 million de Marocains de confession juive qui vivent en Palestine, ce qu'ils appellent Israël. Donc, les relations sont étroites. Il y a eu toujours des conseillers marocains de confession juive au palais. Donc, cette normalisation, en réalité, sachant que M. Trump... Elle était officieuse et elle est devenue officielle. Oui, mais sachant que M. Trump sait que la communauté juive aux États-Unis n'a pas voté pour lui, qu'elle a voté pour les démocrates. Alors, restez sur ça, je vous relancerai sur cette question pour rester sur un peu cette normalisation et ce deal entre le Maroc et les USA. Je vous propose d'écouter l'avis du journaliste sahraoui Mohamed Radi El Lili qui revient donc sur cette dernière annonce de Donald Trump. J'ai émis mon avis à maintes reprises sur la question. Pour moi, c'est un véritable suicide politique et confirme que le colonisateur marocain passe une situation critique sur le plan politique puisqu'il n'arrive pas à en finir avec la question du Sahara occidental qui dure depuis 45 ans. Malgré toutes les manœuvres telles que les pots de vin qu'ils offrent au lobby qui ont de l'influence sur la question internationale, allant jusqu'à essayer de changer la nature démographique du Sahara occidental à travers l'encouragement des
populations marocaines du centre et du nord à s'installer sur les terres sahraouies afin de créer une mixité entre les populations de la région. Une fois toutes les tentatives échouées, le Maroc a eu recours à la normalisation des rapports avec l'entité sioniste car il pense qu'il pourra bénéficier de l'appui militaire et politique ainsi que des États-Unis qui se résument à Donald Trump qui est un président sortant. Recourir à l'aide des États-Unis et des sionistes signifie que la monarchie marocaine est au bord de l'effondrement. Cette alternative pour le Maroc est une manière de raviver son image auprès de l'opinion publique marocaine qui se pose la question quant à la légitimité de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est aussi une occasion pour eux d'impliquer d'autres partis pour semer la discorde. يدخل أطراف أخرى في النزاع حتى يخلط الأوراق. أولا أنا واحد من ضحايا هذه الحملة اللي مستمرة في الصحافة. Personnellement, je suis l'une des victimes de la campagne d'harcèlement de la part du régime marocain et du Makhzen, de par mes positions sur la question du Sahara occidental, mais aussi sur le régime marocain. Ces mêmes pratiques sont aussi utilisées à l'encontre d'autres journalistes et des défenseurs des droits de l'homme marocains qui contredisent le régime marocain. Je cite des personnalités telles que l'avocat Mohamed Ziane, les journalistes Toufiq Bouachrin et Hicham El-Mansouri et bien d'autres. À présent, c'est leur seul recours pour intimider toutes les personnes opposées au régime marocain. Face à cela, ma réaction a été de brûler mon passeport marocain sur les réseaux sociaux, une manière d'exprimer mon rejet et de leur dire que je n'ai plus aucun rapport ni de relation avec ce pays et que nous refusons ce genre de pratique. De nos jours, les journalistes s'expriment sur les réseaux sociaux pour réveiller l'opinion publique marocaine et communiquer des vérités que le Makhzen ne veut pas communiquer. Aujourd'hui, le Makhzen ne permet à personne de mettre à nu leurs plans, ni ce qu'ils font subir à leur peuple ainsi qu'au Sahara occidental. Aujourd'hui, nous sommes exilés dans des pays qui pratiquent la démocratie. Par exemple, si cette interview est diffusée et que je suis au Maroc, je serai en ce moment en prison. Il faut savoir que le Makhzen nous pirate nos comptes Facebook depuis le 13 novembre et implique d'autres parties. J'ai l'impression que la plateforme Facebook est l'outil de travail du Makhzen et qu'il les paye pour ça. Comme je n'écarte pas l'idée qu'il y ait des personnes au sein de ces entreprises telles que Facebook et qui sont complaisants avec le Maroc, qui interdisent que les gens puissent s'exprimer librement ou dire des vérités. C'est pour ça que nous devons être fermes face à ces pratiques. Je suis même accusé de collaborer avec les services secrets algériens et le gouvernement. J'ai été renvoyé de la télévision marocaine sous prétexte de collaborer avec les renseignements algériens. Voilà, donc violation du droit humanitaire international, violation du droit international. Monsieur Galland, pour revenir à vous, les Nations Unies ou la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Jusque-là, on l'a vu, ça n'a pas vraiment abouti. Est-ce que derrière toute cette agitation, est-ce que cela ne pourrait pas être une perche tendue pour le Sahara occidental de faire connaître sa cause sahraoui un peu tue ces dernières années? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas profiter un peu de tout ce bruit autour de cette question pour faire valoir leur droit à l'autodétermination? Oui, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, évidemment. C'est que le fait qu'aujourd'hui on reparle du Sahara, c'est important que la presse de tous les pays européens, notamment anglais, français, belges, allemands, autrichiens, italiens, espagnols particulièrement aussi, en parle. C'est quelque chose de, disons, ça c'est à mettre dans la balance du côté positif. Maintenant, de nouveau, très bien, ça nous permet de faire, nous, notre travail de mobilisation, d'être entendus, d'être mieux entendus. Des questions parlementaires sont posées aussi bien au Parlement européen que dans les parlements nationaux, en France, en Espagne, en Italie, en Belgique. Je peux vous dire, moi je vois arriver l'ensemble de ces questions, des prises de position par des parlementaires dans les différents pays, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Suède, en Norvège, au Danemark, ont eu lieu. Et donc c'est vrai qu'il y a là un sursaut d'intérêt pour une cause qui était passée à la trappe, pourrait-on dire, et voilà soudain qu'elle renaît, et elle renaît avec une vision qui interpelle les gens, puisque les gens doivent se poser la question, qu'est-ce qui se passe, et se rendre compte qu'il y a effectivement un pays qui, le Maroc, qui est devenu l'agresseur qui a violé carrément le traité, l'accord de paix de 1991, et que donc il y a là sujet à s'interroger, et les populations
populations, d'ailleurs, les populations marocaines qui vivent dans nos pays, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Hollande, où il y en a énormément, sont divisées sur le sujet. Il y en a qui expriment déjà leur solidarité avec le peuple sahraoui, qui n'accepte pas la situation causée par le gouvernement marocain. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que je voulais quand même souligner, c'est que l'Allemagne, on parlait de son baroud d'honneur, l'Allemagne a mis à l'ordre du jour pas seulement la question sahraoui, elle a mis les différents endroits qui étaient des foyers de guerre aujourd'hui dans le pourtour proche de l'Europe, quoi. Et donc, elle a voulu, là, par là, quand même, imaginer qu'il y avait quelque chose à faire. Et l'Allemagne, elle préside au destin de l'Europe pour l'instant. C'est elle qui est le pays leader dans l'Europe, qui a dirigé le Conseil européen à chaque fois. Et donc, elle veut témoigner par là qu'elle a quelque chose à dire. Moi, je ne suis pas certain qu'il y a antinomie entre l'Allemagne et la France. La France a son précaré, on est d'accord avec ce qu'a dit l'interlocuteur. L'Allemagne, son intérêt, son interface économique ne se trouve pas en Méditerranée, il se trouve à l'est de l'Europe, il se trouve avec Moscou, il se trouve avec les pays de l'Est européen. Ça, c'est sa zone d'influence économique. Et je pense que l'Allemagne entend faire entendre une autre voix. Et elle sait qu'elle avait son ancien président, il ne faut pas oublier qu'Hans Köhler était un ancien président allemand. Et elle a été frustrée de ce qui s'est passé. Et elle a voulu le faire savoir aux Nations Unies et au secrétaire général. Donc, je dirais, l'Allemagne, peut-être, bon, c'est la fin de l'année, peut-être qu'elle voulait faire savoir qu'elle existait, qu'elle avait quelque chose à dire. Et pour moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça aide à poser le problème différemment. On n'est pas simplement sous l'influence française qui s'impose partout dans les couloirs de la Commission européenne, ce qui était particulièrement insupportable. Dès l'instant où l'Allemagne commence à s'en préoccuper, ça va peut-être balancer le débat au sein de l'Europe, et c'est d'autant plus important, je vous dirais, que la Cour européenne de justice, dont quelqu'un parlait tout à l'heure, doit se réunir normalement. Elle devait se réunir au mois de juillet dernier, mais tout a été reporté du fait de la pandémie du corona, et elle doit normalement se réunir à nouveau, s'il n'y a pas une troisième vague, en janvier prochain. Et en janvier prochain, les dossiers sont prêts pour défendre la plainte que le Front Polisario a déposée auprès de la Cour en vue de contester l'ouverture des consulats de partenariat. Voyez-vous ? Non, sur l'accord de partenariat, oui. Et donc voilà, j'en suis là et je dois vous quitter maintenant. Je suis désolé, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Pierre Galland. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Hedem, on n'a pas accepté, c'est une colonisation, c'est une question de colonisation, on ne l'a pas accepté au XXe siècle, on ne peut pas l'accepter au XXIe siècle, cela n'est pas possible. Mais aujourd'hui, à qui profite réellement cette situation? Vous disiez en premier lieu l'entité sioniste, mais aussi il y a d'autres partis intéressés derrière. Bien sûr. Moi, je vous dis, je ne juge pas les actes politiques à l'aune de la moralité, parce qu'à ce moment-là, on cesse de faire de la politique. En politique internationale, il y a les intérêts des pays et des puissances, il y a les intérêts économiques, il y a les intérêts géostratégiques. Par contre, le marché passé par le Makhzen, avec le président sortant, avec le président Trump, est un marché de dupes. Parce qu'en réalité, Trump sait, comme je le disais, que la communauté juive n'a pas voté pour lui. Et qu'en agissant de cette manière, Trump fait un renvoi d'ascenseur à ses amis des pays du Golfe pour ne pas les laisser seuls face à la nation arabe et à la nation musulmane. Il fallait leur trouver des soutiens. Et ces soutiens, les démarches de l'administration Trump, de l'administration républicaine, plus particulièrement des déclarations de Trump, étaient de ramener le sultanat d'Oman à la normalisation et de rendre, j'allais dire, une normalisation existante, de lui donner forme et de l'amplifier du point de vue médiatique. Et quelles sont les promesses du président Trump? Justement. $1 milliard d'aide militaire au Makhzen.
Est-ce que vous pensez que les Et des investissements puissances... de 3 milliards. Hein. Oui, est-ce que vous pensez que les puissances, les 5 grandes puissances qui se trouvent au Conseil de sécurité, vont permettre un déséquilibre militaire dans la région et rendre la région explosive? S'il y a, je ne le pense pas honnêtement, un conflit armé dans la région, comme le subodore un certain nombre d'analystes, les premiers à en souffrir, c'est les pays de l'Europe du Sud. Et le premier à en souffrir, ça sera l'ancienne puissance coloniale. Parce que, de facto, s'il y a un conflit et s'il y a un flux de population, les gens iront là où ils parlent la langue, où ils connaissent la civilisation. Et puis, 3 milliards d'investissements, nous savons que ce ne sera pas des investissements public américain, parce qu'il n'y a pas d'investissement public américain, et nous savons aussi que le capital est lâche, le capital, les multinationales et les grandes compagnies américaines ne vont pas venir investir 3 milliards dans une région qui part, et à cause des dernières décisions de Trump, risque de devenir un foyer de tension. Donc, je vous dis, au-delà de l'immoralité, c'est un marché de dupes. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je voudrais, si vous me permettez, une toute petite parenthèse. La politique étrangère aux États-Unis, elle n'est pas décidée uniquement par l'administration, qu'elle soit démocrate ou républicaine, elle est décidée par l'État profond, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire la CIA, et puis les groupes de pression, l'AIPAC, la NRA, un certain nombre de think tanks, mais aussi par le lobbying. Les amis du Sahara occidental doivent contrer le lobbying à outrance qui est mené par le Maroc. Hier, pas plus loin qu'hier, Jimmy Enoff, le sénateur de l'Oklahoma, avait dévoilé tous les mécanismes utilisés. C'est des mécanismes pour quelques-uns complètement immoraux. Parce qu'il faut rappeler, c'est quoi le lobbying? Le lobbying, c'est payer, c'est de la corruption qui est donnée soit à des sénateurs, soit par le biais du financement de leur campagne, ou alors à des bureaux attitrés qui ont des relations, soit au niveau de l'administration, c'est-à-dire à la Maison-Blanche, soit au niveau du Sénat. Donc, comment contrecarrer ce lobbying aujourd'hui il faut un contre-lobbying qui doit être mené. Le peuple sahraoui n'a pas les moyens financiers pour mener ce lobbying. Les amis du peuple sahraoui et personnellement... On parlait même d'investir les universités américaines où on peut retrouver des Américains contre cette décision unilatérale. Absolument. Vous savez, la première levée de bouclier, elle ne s'est pas faite chez les démocrates. Elle s'est faite d'abord chez les républicains. Ce sont les républicains sénateurs, le sénateur Keane, le sénateur Inhofe, et puis l'ancien conseiller à la sécurité, Bolton. Absolument. James Baker, qui est le grand connaisseur du dossier du Sahara, Ross. Donc il y a eu levée de bouclier aussi bien à droite, c'est-à-dire les républicains, qu'à gauche, chez les démocrates. C'est-à-dire que rien n'est perdu encore pour la cause sahraoui? Je vais vous dire, la politique étrangère des États-Unis, comme je le disais il y a un instant, ne change pas beaucoup, que ce soit républicain ou démocrate, parce qu'elle est conçue ailleurs. Mais il faut dire qu'en l'état, c'est une déclaration d'un président en fin de mandat. Alors justement, et c'est le Sénat qui fait la politique étrangère. Or, le Sénat, s'il s'est prononcé sur la guerre économique contre la Chine, s'il s'est prononcé sur le dossier nucléaire iranien, sur lequel je ne pense pas qu'il y aura une révolution avec Joe Biden, et il l'a dit lui-même il y a 3 jours sur CNN. Par contre, sur la question sahraoui, le Makhzen qui pense que c'est acquis parce qu'il n'y a pas de changement notable, du moins uniquement sur la forme,
pardonnez-moi l'expression, se gourre. Mais alors, il se trompe. Alors justement, hein, Trump n'en a plus que quelques jours à la tête de la Maison-Blanche. Il part le 20 janvier. Est-ce qu'il faudrait, vous le disiez, vous êtes sceptique sur cette question-là, la politique étrangère ne changera pas, Joe Biden n'apportera pas forcément un changement sur cette décision, n'ira pas contrecarrer l'annonce de Donald Trump. C'est pas l'avis totalement de Bolton. Bolton, dans sa dernière sortie médiatique, il disait que il avait invité Biden à agir vite. Il y a eu déjà des précédents où la politique étrangère américaine est revenue sur des décisions d'anciens présidents. Non, si vous m'excusez, ce que je disais, pour les grands dossiers où le Sénat s'est prononcé, il n'y a pas eu de changement. En le cas d'espèce, ce n'est pas une déclaration de la politique américaine, c'est une déclaration du président en termes de reconnaissance d'une souveraineté. Oui. Je n'ai pas souvenance que les États-Unis aient reconnu une souveraineté donnée à un pays, une puissance d'occupation et qu'elle est revenue sur cette voie. Je ne crois pas. Donc c'est une situation très délicate. Délicate parce que ça engage les États-Unis. Une proclamation comme ça d'un chef d'État, même en fin de mandat, c'est un petit peu problématique. Maintenant, il y a John Bolton qui donne une issue comme ça, qui dit que Biden peut se retirer, peut se rétracter, mais il faudrait qu'il fasse dans les premières semaines de son investiture. Et il dit aussi que le Sénat peut revenir sur ça et ils peuvent justement invalider cette reconnaissance. Cette proclamation, oui. Donc, je crois que Trump est resté prisonnier un petit peu de son statut d'homme d'affaires. Dans cette histoire, en termes de géopolitique, comme il l'a bien souligné, Bolton, il a dit que ça relève de l'amateurisme diplomatique. Donc il est allé vers un troc. Parce qu'il y a eu une panne de la diplomatie aussi, il en a profité. Oui, en réalité, Israël a été toujours au Maroc. Elle n'a jamais quitté le Maroc. D'ailleurs, les révélations maintenant d'officiers du Mossad, ils disent qu'ils avaient un bureau à Rabat. Et ils disent que Hassan II a collaboré en 65 lors du sommet du premier de la Ligue arabe, et que c'est grâce à cette collaboration que les Israéliens ont pu vaincre l'Égypte en 67, ou les armées arabes. Donc tout ça, on le sait. C'est-à-dire ce qui était en semi-clandestine, une relation semi-clandestine, si vous voulez, ils viennent un petit peu de la formaliser, de l'acter diplomatiquement, pas plus. Maintenant, je reviens un petit peu à la morale dans la politique. Il existe la morale politique. La morale en politique, c'est quand on accepte, elle a peut-être disparu avec Donald Trump. La morale en politique, c'est quand on piétine la charte des Nations Unies à laquelle on adhère. La morale en politique, c'est quand on piétine le droit international. C'est ça aussi la morale, M. Mustafani. Et là, ce que fait Trump, justement, il est en train de déshonorer carrément les États-Unis. Parce que les États-Unis s'est engagé à respecter, dans le cas sahraoui, son statut de territoire non autonome et qui doit être soumis à l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Il vient de tourner le dos à ce principe qui a déjà fondé les États-Unis eux-mêmes. C'est Bolton, il le dit, Baker, il le dit, ce que vient de faire Trump est très grave. Parce qu'il tourne le dos à un fondement même de la création des États-Unis modernes. Aujourd'hui, on le voit dans le monde, plusieurs pays sont en crise. Non, on parle d'une montée des égoïsmes nationaux, c'est-à-dire que c'est l'intérêt national qui prime avant tout aujourd'hui. On l'a vu dans plusieurs pays, on est prêt à tourner le dos à ces principes les plus élémentaires. On le voit là, c'est la question palestinienne qui est mise de côté par certains pays pour protéger leurs intérêts en normalisant leurs relations avec l'entité sioniste. Vous savez, aux États-Unis, il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui est isolationniste, c'est l'America First, les intérêts américains d'abord. Et il y a les multilatéralistes
comme c'est le cas des démocrates qui arriveront le 20 janvier à la Maison-Blanche. Quant à la morale, l'honneur et la morale politique américaine, on peut en parler. Au Tonkin, ils ont inventé des événements, une attaque contre un porte-avions, contre un navire de guerre, alors qui n'a jamais eu lieu. Non, je réitère ce que je dis. En politique internationale, il y a des intérêts géostratégiques et il y a des intérêts économiques. Quand je vais vous dire... Très rapidement, il nous reste 5 minutes pour terminer sur une question. La France qui se proclame le pays des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a violé cette charte des droits de l'homme et du citoyen. Et elle a violé membre permanent du Conseil de sécurité, elle a violé la charte des droits des Nations Unies en matière d'autodétermination des peuples, du droit à l'autodétermination. Alors aujourd'hui, quelle solution un peu s'offre au Front Polisario, un peu exacerbé par la lenteur aujourd'hui que prennent les choses? On voit un peu le silence, on le disait, tacite des Nations Unies, qui, avec cette dernière déclaration, il perd confiance dans les instances internationales. Beaucoup, vous le disiez, parlaient un retour aux armes pour maintenir ce droit à l'autodétermination. Quelle solution s'offre aujourd'hui au Front Polisario? Quelle issue? Maintenant, les Sahraouis, ils ont leur destin entre les mains. Ils ont leur destin entre les mains parce que même on les libère un petit peu des engagements qu'ils ont pris dans le processus de paix depuis 1991 et depuis la résolution 690 qui a créé la MINURSO et qui devait déboucher une année après sur un référendum. Je crois à 30 ans après, maintenant, les Sahraouis se sont libérés un petit peu de cet engagement parce qu'on les a oubliés. C'est, comme on dit dans le langage diplomatique, c'est un conflit gelé. Doivent-ils se tourner plus vers l'Union africaine? Est-ce que le changement pourrait venir de l'Union africaine? Effectivement, ils se tournent plus vers l'Union africaine. Il y a le Conseil de sécurité de paix de l'Union africaine qui s'est approprié du dossier, qui certainement va appeler le Maroc à respecter ses engagements. C'est un peu conflictuel puisque le Maroc aussi fait partie de l'Union africaine. La situation est il a adhéré à l'Union africaine, il a signé la charte, et la charte est claire. On ne peut pas occuper des territoires d'un autre pays comme ça, on ne peut pas agresser un autre pays membre de l'Union africaine de cette manière. Donc les Sahraouis, aujourd'hui, ils ont repris les armes. Je crois qu'ils ne vont pas comme ça se laisser faire jusqu'à ce que le processus de paix soit relancé sur une nouvelle base et des bases plus concrètes. Les bases plus concrètes, arriver à un référendum d'autodétermination, pas d'autonomie comme ça a été, depuis 30 qui devait ans, être provisoire, qui a été complètement chamboulé. Monsieur Adem, sur cette question, quelle issue un peu qui reste pour le Front Polisario aujourd'hui? Moi, je crois... Vous rejetez l'idée du conflit armé? Moi, je crois que maintenir la pression, maintenir l'existence même de ce thème dans la presse, dans les médias internationaux et dans les instances internationales requiert la pression. Et la pression, ce sont deux choses. Que les amis du peuple sahraoui mettent en branle tous les moyens de lobbying pour, contrer le lobbying marocain, deux, faire du lobbying... Jouer sur le même terrain que le Maroc. Absolument, et utiliser les mêmes moyens, et peut-être plus. Et peut-être plus. Là, la troisième chose, que l'Union africaine, qu'au sein de l'Union africaine, les pays amis du peuple sahraoui, et je parle surtout des pays d'Afrique anglophone, parce que nous avons vu toute la pression qu'exerce Paris sur les anciennes colonies françaises. Nous avons vu des pays qui se sont rétractés après avoir reconnu la République arabe sahraoui. Je pense que l'Afrique du Sud, que le Nigeria, que l'Algérie qui a payé très cher son indépendance, qui a toujours soutenu les peuples en lutte,
continue à le faire et elle va continuer à le faire, mais surtout à avoir une politique africaine et une stratégie de politique africaine pour contrebalancer ceux qui continuent à jouer le jeu des anciennes puissances coloniales. Très bien, on terminera peut-être sur cette question. Ça a aussi permis de remettre au goût du jour la question palestinienne, puisqu'il y a eu une réunion également sur la cause palestinienne aujourd'hui. Oui, personnellement, je pense que la question palestinienne, tant qu'elle n'est pas réglée d'une manière ou d'une autre, par des négociations, parce qu'il est impossible de parler pour le cas palestinien de guerre, parce que l'entité sioniste est l'une des plus grandes puissances dans la région, mais par le biais diplomatique et en maintenant la pression sur les pays qui ont trahi le peuple palestinien. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas normaliser. C'est pour ça qu'il faut lutter par tous les moyens contre ce processus de normalisation. C'est là qu'on revient à la morale, hein, encore une fois. Hein. Oui. C'est la part de la morale. Je vous dis, vous savez, c'est comme les banques, elles ne prêtent qu'aux riches. On vous écoute quand vous luttez. Si on n'avait pas pris les armes en 1954, avec des moyens dérisoires, jamais un jeune sénateur aux États-Unis qui est devenu après président n'aurait entendu parler de l'Algérie. Il aurait toujours entendu des trois et puis après des 12 départements d'outre-mer. Alors, pour revenir sur la cause palestinienne. Ce qui est malheureux dans le cas palestinien, c'est que la solution arabe, l'initiative de la Ligue arabe, maintenant la Ligue arabe lui a tourné complètement le dos. Cette solution est entre les mains de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui parle aujourd'hui d'un règlement du conflit en Palestine en allant dans le sens des propositions des pays arabes, que les pays arabes eux-mêmes ont réunis aujourd'hui. Je crois que pour la question palestinienne, il ne faut rien attendre du système arabe, ni des mécanismes arabes de politique commune. Donc je crois qu'il faut attendre des peuples. La solution viendra des peuples et rien que des peuples arabes. Ce sont eux qui ont la clé de la solution en Palestine. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir pour parler encore une fois de ce dossier sahraoui qui a été donc remis au goût du jour suite à la dernière déclaration de Donald Trump. Je rappelle, monsieur Moustapha Hadem, vous êtes politologue, merci d'avoir été avec nous. Monsieur Haït Mouhoub Moustapha, directeur de l'information au niveau de l'APS. Et nous avions aussi avec nous monsieur Pierre Galland, président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, qui était avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.